Mon fils m'a interdit d'assister à son mariage. Il a dit, enfin, un mariage sans la déception de la famille. Ma belle-fille a ajouté, ce mariage est uniquement pour les personnes que nous aimons vraiment. Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, je me suis levé de table et je suis parti en silence. Mais 13 heures plus tard, ma belle-fille m'a appelé, paniquée, parce qu'en révisant la liste des invités, un nom est apparu. Et ce nom a détruit toutes ses certitudes. Bonjour, je m'appelle Hélène de Saint-Martin. J'ai 68 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus révélatrice de ma vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Votre soutien compte énormément. Merci d'être là. Ce dimanche de printemps à Lyon commença comme tant d'autres dimanches en famille. Le ciel était d'un bleu éclatant, presque cruel dans sa perfection. Les platanes bordant les quais de la Saône frémissaient sous une brise légère qui portait l'odeur du pain frais et du café torréfié. J'avais choisi ce bistrot avec soin, un établissement traditionnel près de la place Bellecour, avec ses murs en pierre blonde et ses nappes à carreaux rouges et blancs. J'étais arrivé en avance, comme toujours. J'avais commandé une carafe d'eau et attendu, les mains posées sur mon sac en cuir vieilli. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. J'avais une annonce importante à faire, une annonce qui changerait tout. Après 6 mois de jugement, de regards accusateurs, de silence lourd de reproches, j'allais enfin leur expliquer pourquoi j'avais vendu le domaine viticole familial. Mais je ne savais pas encore que je n'aurais jamais l'occasion de parler. Édouard est arrivé à 12h10, accompagné de Victoire. Mon fils portait une chemise blanche impeccable, le col ouvert, les manches roulées jusqu'au coude avec cette désinvolture étudiée qu'il affectionnait. Ses cheveux châtains étaient soigneusement coiffés en arrière. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. Victoire, elle, était radieuse dans une robe printanière couleur pêche, ses cheveux blonds attachés en un chignon lâche. Elle portait des lunettes de soleil qu'elle ne retira pas immédiatement. Ils s'assirent sans m'embrasser. Juste un hochement de tête poli, distant. Le serveur apporta le menu. Édouard commanda pour eux deux sans me consulter. Salade lyonnaise, quenelle de brochet, fromages régionaux. J'acquiesçais en silence. Victoire consultait son téléphone sous la table, ses ongles vernis de rouge tapotant l'écran avec une régularité agaçante. Les croissants arrivèrent dans une corbeille d'osier, accompagnés de confitures maison. Le beurre demi-sel brillait dans sa coupelle en porcelaine. Une bouteille de chardonnay de Bourgogne fut débouchée. Le serveur versa 3 verres. Édouard leva le sien. « Au mariage », dit-il d'une voix neutre. Je levai le mien aussi, souriant malgré le nœud qui se formait dans ma gorge. « À votre bonheur », répondis-je doucement. Victoire but sans trinquer. Nous mangeâmes dans un silence tendu, entrecoupé de banalités sur la météo, sur le trafic, sur l'organisation du mariage. Chaque fois que j'essayais d'aborder un sujet plus personnel, Édouard détournait la conversation. Victoire souriait de ce sourire froid, poli, qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux bleus glaciers. Puis, alors que le fromage arrivait, un Saint-Marcellin coulant, un comté affiné, une tome de Savoie, Édouard posa sa fourchette. Il se racla la gorge. Le bruit résonna étrangement dans le brouhaha du restaurant. Je sus immédiatement que quelque chose de grave allait être dit. Il me regarda enfin. Vraiment, pour la première fois depuis son arrivée. « Maman », dit-il. Et ce mot dans sa bouche sonna comme une accusation. À propos du mariage, il hésita. Victoire posa sa main sur la sienne, lui donnant du courage. Ou de la cruauté. « Nous avons décidé que tu n'y assisteras pas. » Le temps se figea. Les bruits du restaurant, rires, tintements de verre, conversations animées, devinrent un bourdonnement lointain, étouffé, irréel. Je le fixais, incapable de parler. Mon fils, mon unique enfant, l'homme que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père. Victoire se pencha en avant, ses lèvres étirées en un sourire qui ressemblait à un rictus. Enfin un mariage sans la déception de la famille, dit-elle d'une voix douce, presque tendre, ce qui rendait ses mots encore plus cruels. Édouard hocha la tête. « C'est uniquement pour les personnes que nous aimons vraiment, maman.
que nous aimons vraiment. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme des lames de couteau, lentement, profondément. Je sentis mes mains trembler sous la table. Je serrai mes doigts autour de ma serviette en tissu, mes jointures blanchissant sous l'effort de retenir les larmes qui montaient, brûlantes, insupportables. Ils pensaient que j'avais détruit l'héritage familial, que j'avais vendu le domaine viticole que le grand-père d'Édouard avait bâti pierre par pierre, vigne par vigne, pour de l'argent, par cupidité, par égoïsme. Personne n'avait demandé pourquoi. Personne. 6 mois plus tôt, quand j'avais annoncé la vente, Édouard avait hurlé. Il m'avait traité de traîtresse, de lâche, de destructrice de mémoire. Victoire, elle, était restée silencieuse, mais ses yeux brillaient d'une rage froide. Parce que pour elle, ce domaine représentait une source d'argent, un héritage futur, une sécurité financière. Et maintenant que cette source avait disparu, je n'étais plus qu'un poids, un embarras, une déception. Je respirais profondément, 1 fois, 2 fois, puis je souris. Un sourire calme, digne, que ma propre mère m'avait appris des décennies auparavant. Un sourire qui disait « Vous ne me briserez pas ». Je posai ma serviette sur la table. Je pris mon sac. Je me levai avec une grâce que je ne me connaissais pas. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur », dis-je d'une voix claire. Et je partis. Pas un regard en arrière. Pas une larme. Pas un mot de plus. Je traversai le restaurant la tête haute, sous les regards curieux des autres clients. Je sortis dans la lumière aveuglante de midi. L'air printanier me gifla le visage. Je marchai jusqu'à ma voiture garée rue de la République. Je m'assis au volant. Je posai mes mains sur le cuir tiède. Et seulement là, dans le silence de l'habitacle, je laissai enfin les larmes couler. Mais même en pleurant, je savais une chose. J'avais un secret qui changerait tout. Et bientôt, très bientôt, la vérité éclaterait. Je conduisis jusqu'à mon appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, les mains crispées sur le volant, la vision brouillée par les larmes qui refusaient de s'arrêter. Les rues de Lyon défilaient sans que je les voie vraiment. Les façades ocres, les terrasses bondées, les familles qui riaient. Tout cela me semblait appartenir à un autre monde, un monde auquel je n'avais plus accès. Mon appartement se trouvait au 5e étage d'un immeuble du 19e siècle, avec de hauts plafonds et des moulures anciennes. Je montai les escaliers lentement, chaque marche pesant comme une montagne. J'ouvris la porte. Le silence m'accueillit, épais, oppressant. Je posai mon sac sur la console de l'entrée, je retirai mes chaussures, je marchai pieds nus jusqu'au salon où les rayons du soleil dessinaient des rectangles dorés sur le parquet de chêne. Je m'assis sur le canapé en velours bleu nuit, celui que mon mari avait choisi il y a 15 ans, avant sa mort. Je fermai les yeux. Les mots d'Édouard résonnaient encore dans ma tête. Enfin, un mariage sans la déception de la famille. C'est uniquement pour les personnes que nous aimons vraiment. Comment en étions-nous arrivés là? Comment mon fils, cet enfant que j'avais bercé pendant des nuits d'insomnie, que j'avais consolé après ses premiers chagrins d'amour, que j'avais soutenu pendant ses études de commerce à Paris, comment cet homme pouvait-il me rejeter avec une telle froideur? La réponse était simple, cruelle, mais simple. L'argent. Quand mon mari, Philippe de Saint-Martin, était mort d'un infarctus brutal à 53 ans, il nous avait laissé le domaine viticole en Bourgogne. 100 hectares de vignes, un château du XVIIIe siècle, une cave réputée. Un patrimoine que sa famille possédait depuis 4 générations. Édouard avait alors 20 ans. Il étudiait à HEC. Il rêvait de finance, de start-up, de levée de fonds. Le domaine ne l'intéressait pas. Mais il aimait en parler. Il aimait dire à ses amis « Ma famille possède un domaine viticole en Bourgogne. C'était un marqueur social, une carte de visite. Pendant 15 ans, j'avais géré seul le domaine. » Seul. Lever à l'aube pour surveiller les vendanges, négocier avec les distributeurs, gérer les employés, payer les charges, moderniser les installations. Édouard venait 1 ou 2 fois par an. Il prenait des photos pour Instagram. Il invitait ses amis pour des week-ends champêtres. Il buvait nos meilleurs crus. Et il repartait. Mais il ne participait jamais à rien. Puis, il y a 3 ans,
il avait rencontré Victoire Clément. Une femme belle, ambitieuse, froide. Elle travaillait dans la communication de luxe à Paris. Elle venait d'une famille bourgeoise de Neuilly, mais sans fortune réelle. Elle avait vu en Édouard, et surtout en son héritage familial, une opportunité. Elle l'avait encouragé à investir, à lancer des projets, à emprunter. Et Édouard, aveuglé par l'amour ou par l'orgueil, avait obéi. Il avait lancé une start-up dans le digital. Il avait emprunté 120 000 €, sans me le dire, en utilisant sa part future du domaine comme garantie. La start-up avait échoué en 8 mois. Il avait ensuite investi dans un restaurant gastronomique à Lyon. Encore un emprunt, 200 000 € cette fois. Le restaurant avait fermé après 1 an. Victoire continuait de vivre au-dessus de ses moyens. Sac Hermès, voyage à Dubaï, appartement dans le Marais, et Édouard continuait d'emprunter, jusqu'à ce que les banques refusent, jusqu'à ce que les huissiers frappent à sa porte. Il ne m'avait rien dit, rien. C'est moi qui avais découvert la vérité il y a 1 an, quand un avocat m'avait contacté. Les créanciers voulaient saisir la part d'Édouard dans le domaine. Si je ne payais pas ses dettes, le domaine familial serait vendu aux enchères. J'avais passé des nuits blanches. J'avais consulté des avocats, des comptables. J'avais cherché des solutions. Et j'avais compris qu'il n'y en avait qu'une. Vendre. Vendre le domaine avant qu'il ne soit saisi. Payer les dettes d'Édouard. 450 000 € au total. Et avec ce qui restait, investir dans quelque chose de nouveau. J'avais vendu le domaine il y a 6 mois pour 2 300 000 €. J'avais payé toutes les dettes d'Édouard. Toutes. Même celles qu'il ne m'avait jamais avouées. Il me restait 1 800 000 €. Et avec cet argent, j'avais acheté une entreprise d'importation de vin premium à Paris. Une petite structure, mais prometteuse. Avec des contrats en Asie, en Amérique du Nord. En 6 mois, le chiffre d'affaires avait doublé. Le dernier trimestre avait généré plus de bénéfices que le domaine n'en avait fait en 3 ans. J'avais réussi. J'avais sauvé Édouard de la ruine. Et j'avais reconstruit quelque chose de solide. J'allais lui annoncer tout cela ce dimanche, au déjeuner. Je voulais lui dire « Tu vois, mon fils, je ne t'ai pas trahi. Je t'ai sauvé. Et j'ai bâti quelque chose de nouveau. Pour nous. Pour toi. » Mais il ne m'en avait pas laissé l'occasion. Il m'avait humilié avant que je puisse parler. Et maintenant, assise dans mon salon silencieux, je ne savais plus quoi faire. Devais-je lui dire la vérité? Devais-je me justifier? Ou devais-je laisser le temps faire son œuvre? Mon téléphone vibra sur la table basse. Un message de mon assistante, Clémence. Madame de Saint-Martin, la réunion de demain avec Monsieur Lavigne est confirmée. 10 heures, bureau de Paris. Dossier Asie à finaliser. Raphaël Lavigne, mon directeur commercial. 38 ans. Brillant. Charismatique. Efficace. C'était lui qui avait développé les contrats en Chine et au Japon. Grâce à lui, l'entreprise explosait. Je lui faisais confiance. Demain, lundi matin, nous devions signer un contrat majeur avec une chaîne hôtelière de Shanghai. 3 millions d'euros sur 2 ans. Je me levai. J'allais dans ma chambre. Je sortis mon tailleur gris-perle. Je le posai sur le lit. Demain, je travaillerai. Je me concentrerai sur ce que je contrôlais. Édouard et Victoire pouvaient se marier sans moi. Je survivrais. J'avais survécu à la mort de mon mari. J'avais survécu à 15 ans de solitude. J'avais survécu à la faillite d'Édouard. Je survivrais à cela aussi. Je me couchai tôt ce soir-là. Mais je ne dormis presque pas. Les mots continuèrent de tourner dans ma tête. Enfin, un mariage sans la déception de la famille. Je fixai le plafond dans l'obscurité. Et je me demandais si un jour Édouard comprendrait ce que j'avais fait pour lui. Si un jour il me demanderait pardon. Ou si j'avais définitivement perdu mon fils. Le lendemain matin, je me levai à 6 heures. Je pris une douche brûlante. Je me maquillai avec soin. Je mis mon tailleur. Je coiffai mes cheveux gris en un chignon strict. Dans le miroir, je vis une femme de 68 ans, droite, digne, qui refusait de se laisser briser. Je pris le TGV de 7h30 pour Paris. Le paysage défilait derrière la vitre. Vignobles, champs de tournesol, petit village endormi. Je pensais à Édouard, à Victoire, à leur mariage qui aurait lieu dans 5 jours, dans un château en Provence.
un mariage auquel je n'étais pas invitée. J'arrivai à Paris-Gare de Lyon à 9h45. Je pris un taxi jusqu'à mon bureau, situé avenue Montaigne, dans un immeuble haussmannien élégant. Clémence m'accueillit avec un café et le dossier du contrat de Shanghai. « Monsieur Lavigne est déjà là, madame. Il vous attend dans la salle de réunion. » Je hochai la tête. Je pris le dossier, je respirai profondément, et j'entrai. Raphaël se leva immédiatement. Grand, brun, costume italien impeccable, sourire professionnel. « Bonjour, Hélène. Prête pour ce grand jour ? » ?»« Bonjour, Raphaël. Oui, allons-y. » Nous nous assîmes. Il étala les documents sur la table en verre. Nous commençâmes à réviser les clauses, les prix, les délais de livraison. C'était technique, précis, rassurant. Pendant 1 heure, j'oubliais Édouard, j'oubliais Victoire, j'oubliais tout. Puis, alors que Raphaël expliquait un détail logistique, son téléphone vibra sur la table. Il ne le regarda pas. Mais moi, si. L'écran s'illumina. Une notification apparut. Victoire Clément. Mon cœur s'arrêta. Le message était visible en aperçu. J'ai mis ton nom sur la liste, mon amour. Je me marie demain, mais avant le voyage de noces, je veux te voir. Tu me manques. Le temps se figea. Je fixai l'écran, incapable de détourner les yeux. Les lettres dansaient devant moi, floues, irréelles, impossibles. Victoire, la fiancée de mon fils, la femme qui, 24 heures plus tôt, m'avait regardé avec mépris et m'avait dit que je n'étais pas digne d'assister à leur mariage. Cette même femme envoyait des messages d'amour à mon directeur commercial. Mon cerveau refusait de comprendre, refusait d'accepter. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang cogner dans mes tempes. Mes mains, posées sur la table, tremblaient légèrement. Je les cachais sur mes genoux. Raphaël continuait de parler, inconscient de mon état. Il expliquait quelque chose sur les certifications douanières, sur les délais de transport maritime. Sa voix me parvenait de très loin, comme étouffée par du coton. Puis il s'interrompit. Il tendit la main vers son téléphone. Je détournai rapidement le regard, faisant semblant d'étudier un document devant moi. Du coin de l'œil, je le vis prendre l'appareil, déverrouiller l'écran, lire le message, et sourire. Un sourire discret, presque imperceptible, mais un sourire qui me donna la nausée. Il tapa une réponse. Ses doigts glissaient sur l'écran avec l'aisance de quelqu'un qui avait l'habitude de correspondre avec cette personne. Il appuya sur « Envoyer ». Il reposa le téléphone, face contre la table cette fois. Et il reprit la conversation comme si de rien n'était. « Donc, Hélène, si nous validons ce planning, la première livraison arrivera à Shanghai le 15 du mois prochain. Cela vous convient-il » Je levai les yeux vers lui. Raphaël Lavigne. 38 ans. Diplômé de Sciences Po. Spécialiste du commerce international. Je l'avais embauché il y a 5 mois sur recommandation d'un ancien associé. Il avait des résultats exceptionnels, professionnels, fiables, ou du moins, c'est ce que je croyais. Je le regardais différemment maintenant. Ses cheveux soigneusement coiffés, son costume sur mesure, sa montre Omega, son sourire charmeur, tout en lui me sembla soudain faux, calculateur. Oui, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas. C'est parfait. Il hocha la tête, satisfait. Excellent. Je vais envoyer la confirmation à nos partenaires cet après-midi. La réunion se poursuivit encore 40 minutes. Chaque seconde me parut une éternité. Je hochais la tête au bon moment. Je signais les documents qu'il me présentait. Je posais des questions pertinentes, mais mon esprit était ailleurs. Il était dans ce message. J'ai mis ton nom sur la liste, mon amour. Victoire avait mis Raphaël sur la liste des invités du mariage. Mon fils allait se marier, et parmi les invités se trouverait l'amant de sa fiancée. Et Édouard ne le savait pas. Hélène, tout va bien ? La voix de Raphaël me ramena brutalement à la réalité. Il me regardait avec une expression légèrement inquiète. Vous semblez ailleurs. Je me redressai dans mon fauteuil. Excusez-moi. Une nuit difficile. Mais tout va bien. Continuons. Il n'insista pas. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Votre soutien fait toute la différence.
Merci, et reprenons. Quand la réunion se termina enfin, Raphaël rassembla ses documents. Je vous laisse, j'ai un déjeuner dans le 16e arrondissement. À demain? À demain, répondis-je machinalement. Il sortit de la salle. La porte se referma derrière lui avec un claquement sec. Je restai assise, immobile, les mains jointes devant moi. Clémence entra quelques minutes plus tard. « Madame de Saint-Martin, vous avez besoin de quelque chose ?»« Non, merci Clémence, je vais rester seule un moment. » Elle hocha la tête et referma la porte discrètement. Le silence m'enveloppa. Je fermai les yeux. Je respirai profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ouvris les yeux et je pris une décision. Je devais parler à Édouard. Pas pour me justifier, pas pour lui expliquer la vente du domaine, pas pour mendier son pardon, mais pour lui dire la vérité sur Victoire. Je regardais ma montre. 15h30. Édouard travaillait dans une agence de conseil en stratégie dans le 3e arrondissement. Je connaissais l'adresse. Je pris mon sac. Je sortis du bureau. Je marchai jusqu'à l'avenue Montaigne où je hélai un taxi. « Rue de Turenne, s'il vous plaît. » Le chauffeur hocha la tête. Nous traversâmes Paris dans un trafic dense. La ville brillait sous le soleil de mai. Les terrasses étaient bondées. Les touristes photographiaient la Tour Eiffel. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Nous arrivâmes devant un immeuble moderne en verre et acier. Je payai le chauffeur. Je descendis. Je restai un instant sur le trottoir, hésitante. Devais-je vraiment faire cela? Édouard m'avait rejeté, humilié. Il ne voulait pas de moi à son mariage. Pourquoi devrais-je le protéger? Mais c'était mon fils, mon unique enfant. Et malgré tout ce qu'il m'avait fait, malgré toutes les blessures qu'il m'avait infligées, je ne pouvais pas le laisser se marier avec une femme qui le trahissait. Je ne pouvais pas. Je poussai la porte vitrée. Je montai au 4e étage. L'agence d'Édouard occupait tout l'étage. Des bureaux ouverts, des plantes vertes, des tableaux blancs couverts de graphiques. Une réceptionniste m'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, madame. Vous avez rendez-vous? Je suis la mère d'Édouard de Saint-Martin. C'est urgent. » Son sourire se figea légèrement. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle décrocha son téléphone, elle parla à voix basse. Elle raccrocha. « Il arrive. » 2 minutes plus tard, Édouard apparut dans le couloir. Il portait un pantalon de costume gris et une chemise blanche, les manches retroussées. Il avait l'air fatigué, surpris. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je te parle. C'est important. » Il jeta un coup d'œil derrière lui, vers ses collègues qui nous observaient avec curiosité. « Pas ici. Viens. » Il me guida vers une petite salle de réunion vide. Il ferma la porte. Nous nous assîmes de part et d'autre d'une table étroite. « Alors, dit-il, les bras croisés, qu'est-ce qui est si urgent? » Je posai mes mains sur la table. Je le regardais droit dans les yeux. « C'est à propos de Victoire. » Il leva les yeux au ciel. « Maman, je t'en prie, n'essaie pas de... » « Elle te trompe. » Le silence tomba comme une pierre. Édouard me fixa, incrédule. « Pardon? » « Victoire te trompe, avec un homme qui s'appelle Raphaël Lavigne, c'est mon directeur commercial. J'ai vu un message qu'elle lui a envoyé ce matin. Elle a mis son nom sur la liste des invités du mariage. » Édouard se leva brusquement. Sa chaise racla le sol avec un bruit strident qui me fit sursauter. « C'est grotesque, » dit-il d'une voix tremblante de colère. « C'est la vérité. » Il se mit à marcher de long en large dans la petite pièce, ses mains agrippant ses cheveux. « Tu inventes ça parce que tu ne supportes pas que je sois heureux, parce que tu es jalouse, parce que tu as détruit notre patrimoine familial, et maintenant tu veux détruire mon mariage. » Ces mots me frappèrent comme des gifles, mais je restai calme. Je devais rester calme. « Je n'invente rien, Édouard. J'ai vu le message de mes propres yeux. J'ai mis ton nom sur la liste, mon amour. Je me marie demain, mais avant le voyage de noces, je veux te voir. Tu me manques. » Ce sont ces mots exacts. C'est impossible. Victoire ne ferait jamais ça. Vérifie la liste des invités. Cherche le nom de Raphaël Lavigne. Il s'arrêta de marcher. Il me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Un mélange de colère,
de peur, de doute. Tu mens. Je ne mens pas. Pourquoi devrais-je te croire? Toi qui as vendu le domaine sans même me consulter? Toi qui as trahi la mémoire de papa? Cette fois, quelque chose en moi se brisa. Pas de tristesse, de rage. Je me levai à mon tour. Je plantai mes yeux dans les siens. J'ai vendu le domaine pour payer tes dettes, Édouard. Il se figea. Quoi? Tes dettes. 450 000 €. Les emprunts que tu as contractés pour ta start-up ratée. Pour ce restaurant qui a coulé. Pour financer le train de vie de Victoire. Les banques allèrent saisir ta part du domaine. J'ai tout payé pour te sauver. Le visage d'Édouard devint blanc. Complètement blanc. C'est faux. Et avec l'argent restant, j'ai acheté une entreprise d'importation de vin, qui, en 6 mois, a généré plus de bénéfices que le domaine en 3 ans. J'allais te l'annoncer dimanche. Mais tu ne m'en as pas laissé l'occasion. Il ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Je me dirigeai vers la porte. Je posai ma main sur la poignée. Vérifie la liste, Édouard. Cherche Raphaël Lavigne, secteur C, Mesa 14. Et quand tu l'auras trouvé, tu sauras que je t'ai dit la vérité sur tout. J'ouvris la porte. Je t'ai prévenu. J'ai fait mon devoir de mère. Le reste, c'est à toi de décider. Je sortis sans attendre sa réponse. Je traversai l'open space sous les regards curieux des collègues d'Édouard. Je descendis les escaliers d'un pas rapide. Je sortis dans la rue. Seulement là, sur le trottoir de la rue de Turenne, je m'autorisais à trembler. J'avais fait ce que je devais faire. Maintenant, c'était à Édouard de choisir. Je marchais jusqu'au métro Filé du Calvaire. Je pris la ligne 8 jusqu'à Concorde, puis la ligne 12 jusqu'à Montparnasse. Je n'avais pas la force de prendre un taxi. J'avais besoin de me perdre dans la foule anonyme du métro parisien. Je rentrai à mon hôtel, un petit établissement discret près de la gare Montparnasse, où je descendais toujours lors de mes séjours à Paris. Je montais dans ma chambre. Je retirais mes chaussures. Je m'allongeais sur le lit, tout habillé, et je fixais le plafond. Qu'allait faire Édouard? Allait-il me croire? Allait-il vérifier la liste? Ou allait-il ignorer mes avertissements et épouser Victoire malgré tout? Les heures passèrent. Le soleil déclina derrière les toits de Paris. La chambre s'assombrit progressivement. Je ne bougeais pas. Je restais allongé, perdu dans mes pensées, revivant chaque instant de cette journée insensée. Le message sur le téléphone de Raphaël. Le sourire complice qu'il avait eu en lisant. La rage dans les yeux d'Édouard quand je lui avais dit la vérité. Vers 20 heures, mon téléphone sonna. Je sursautai. Je me redressai. Je pris l'appareil. C'était Clémence. Madame de Saint-Martin? Je voulais juste confirmer que tout est prêt pour la signature de demain avec les partenaires chinois. Monsieur Lavigne a envoyé tous les documents finalisés. Merci, Clémence. Oui, tout est en ordre. Vous allez bien, madame? Vous avez une drôle de voix. Juste fatiguée. Bonne soirée, Clémence. Bonne soirée, madame. Je raccrochai. Raphaël Lavigne. Cet homme travaillait pour moi. Il était efficace, brillant, et je lui avais fait confiance. Et pendant tout ce temps, il entretenait une liaison avec la fiancée de mon fils. Comment avais-je pu être si aveugle? Avait-il ri de moi? S'était-il moqué de moi dans mon dos? Je me levai. J'allumai la lumière. Je marchai jusqu'à la fenêtre. Paris scintillait dans la nuit. Les lumières de la tour Eiffel brillaient au loin. Une ville magnifique. Indifférente aux drames humains qui se jouaient dans ces rues. Je pensais à Victoire, à son sourire froid, à sa façon de regarder Édouard comme un investissement plutôt que comme un homme. Elle avait tout calculé. Le mariage avec Édouard lui garantissait un statut social, une sécurité financière, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait avant que je vende le domaine. Et Raphaël? Il était probablement son plan B, ou peut-être son véritable amour. Qui sait? Je retournai m'allonger sur le lit. J'attendis. Édouard allait-il m'appeler? Allait-il vérifier la liste? La nuit passa lentement. Je ne dormis presque pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le message de Victoire sur l'écran du téléphone de Raphaël. Mon amour, tu me manques. Ces mots destinés à un autre homme, alors qu'elle s'apprêtait à épouser mon fils.
Vers 3 heures du matin, mon téléphone vibra. Un message. De Édouard. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je saisis le téléphone, les mains tremblantes. Le message était court. « Tu avais raison. Son nom est sur la liste. Je ne l'avais jamais vu avant. Comment as-tu su ?» Je fermai les yeux. Une vague de soulagement et de tristesse m'envahit simultanément. Il m'avait cru. Mais cela signifiait que son monde venait de s'effondrer. Je tapais une réponse. « J'ai vu un message qu'elle lui a envoyé ce matin. Je suis désolé, mon fils. » Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Je ne sais pas quoi faire. Je restai un long moment à fixer l'écran. Puis je tapais. « C'est à toi de décider. Mais tu mérites la vérité. Et tu mérites mieux qu'elle. » Il ne répondit pas immédiatement. Les minutes s'écoulèrent. 10 minutes, 20 minutes, puis enfin. « Merci, maman, pour m'avoir prévenu. Et pour tout le reste. Les dettes, l'entreprise, je ne savais pas. Je suis désolée. » Les larmes me montèrent aux yeux. Des larmes de soulagement cette fois. « Je t'aime, Édouard. Quoi que tu décides, je serai toujours là. » « Moi aussi, je t'aime. » Je posai le téléphone sur ma poitrine. Les larmes coulaient librement maintenant, mouillant mes joues, mon cou, le col de ma chemise. Mais c'étaient des larmes différentes. Des larmes de réconciliation, de pardon, d'espoir. Je ne savais pas ce qu'Édouard allait faire concernant Victoire. Mais je savais une chose. Mon fils était revenu vers moi. Et c'était tout ce qui comptait. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je restais allongé dans le noir, le téléphone posé sur ma poitrine, attendant un autre message d'Édouard qui ne vint jamais. À 6 heures du matin, je me levai. Je pris une douche froide pour chasser la fatigue. Je m'habillai avec soin. Aujourd'hui, je devais signer le contrat avec les partenaires chinois. 3 millions d'euros. L'avenir de mon entreprise. Je ne pouvais pas me permettre de flancher. Je descendis prendre un café dans le hall de l'hôtel. Le petit déjeuner était presque désert. Quelques hommes d'affaires consultaient leurs ordinateurs portables en sirotant leur expresso. Une femme lisait le Figaro en mangeant un croissant. La vie continuait, normale, banale, comme si mon monde n'avait pas basculé en 48 heures. Je bus mon café lentement, essayant de rassembler mes pensées. Dans quelques heures, je serai face à Raphaël Lavigne, l'homme qui couchait avec la fiancée de mon fils, l'homme qui avait souri en lisant son message d'amour. Comment allais-je réagir en le voyant? Pourrais-je garder mon calme professionnel? Devrais-je le confronter? Non. Pas maintenant. Pas avant la signature du contrat. L'entreprise passait avant tout. Les émotions personnelles devaient attendre. Je pris le métro jusqu'à l'avenue Montaigne. J'arrivai au bureau à 8h30. Clémence était déjà là, préparant la salle de réunion. « Bonjour, Madame de Saint-Martin. Les partenaires chinois arrivent à 10h. Monsieur Lavigne est en route. »« Très bien. Merci, Clémence. » Je m'installai dans mon bureau. Je relus le contrat une dernière fois, chaque clause, chaque virgule. Je devais être irréprochable. À 9h45, Raphaël arriva. Il frappa à ma porte, souriant comme toujours. « Bonjour, Hélène. Prête pour le grand moment ?» Je levai les yeux vers lui. Cet homme élégant, charmeur, qui avait gagné ma confiance en quelques mois. Cet homme qui trahissait mon fils. « Bonjour, Raphaël. Oui, je suis prête. » Si j'avais su lire au-delà des apparences, j'aurais peut-être vu les signes. Mais j'avais été aveuglé par ses résultats, par son efficacité. Nous entrâmes dans la salle de réunion. Clémence avait tout préparé. Eau minérale, café, petit four. Les documents étaient impeccablement rangés. À 10h précises, les partenaires chinois arrivèrent. 2 hommes en costume sombre, accompagnés d'une interprète. Les présentations furent faites, les poignées de main échangées. Nous nous assîmes. La réunion commença. Raphaël était dans son élément. Il expliquait les clauses en anglais, répondait aux questions avec assurance, plaisantait avec légèreté pour détendre l'atmosphère. Je l'observais. Professionnel, brillant, menteur. Comment pouvait-il être si calme, si détendu? Son téléphone était posé sur la table, face contre le verre. Victoire allait-elle lui envoyer un autre message? Un autre mon amour, pendant que nous signions un contrat de 3 millions d'euros? La réunion dura 2 heures. Chaque clause fut discutée, négociée, validée.
Enfin, le moment de la signature arriva. Les stylos furent sortis, les documents paraphés, les sourires échangés. C'était fait. 3 millions d'euros, sur 2 ans. Le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise. Les Chinois se levèrent. Nouvelle poignée de main. Remerciements. Promesse de collaboration fructueuse. Ils partirent. Clémence débarrassa la table. Raphaël se tourna vers moi, rayonnant. « Nous avons réussi, Hélène. C'est un triomphe. » Je le regardais droit dans les yeux. En effet. Félicitations, Raphaël. Votre travail a été remarquable. Il ne perçut pas l'ironie dans ma voix. Merci. Je vais envoyer les documents finalisés à nos avocats cet après-midi. Tout sera bouclé d'ici la fin de la semaine. Parfait. Il rassembla ses affaires. Je dois y aller. Rendez-vous important cet après-midi, avec Victoire sans doute. Bonne journée, Raphaël. Il sortit. Je restai seul dans la salle de réunion. Le silence retomba, pesant, oppressant. J'avais signé le plus gros contrat de ma carrière, mais je ne ressentais aucune joie, seulement une immense fatigue. Je retournai dans mon bureau. Je m'assis. Je fermai les yeux. Mon téléphone vibra. Un message d'Édouard. « Maman, je dois te parler. Peux-tu venir chez moi ce soir, vers 20h ?» Mon cœur se serra. Qu'avait-il décidé? Je tapai ma réponse. « Oui, mon fils. Je serai là. » Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard. Je répondis à des emails. Je signais des documents. Je participais à une conférence téléphonique. Mais mon esprit était ailleurs. À 19h, je quittai le bureau. Je pris un taxi jusqu'à l'appartement d'Édouard, dans le 11e arrondissement. C'était un immeuble moderne, construit il y a 5 ans. Édouard vivait au 7e étage, dans un 3 pièces qu'il partageait avec Victoire. Je montais dans l'ascenseur, le cœur battant. J'arrivais devant sa porte. Je sonnais. Édouard ouvrit presque immédiatement. Il avait une mine terrible, les yeux rouges, gonflés, les cheveux en désordre. Il portait un jean et un t-shirt froissé. « Maman, entre !» Je le suivis à l'intérieur. L'appartement était dans un état chaotique. Des vêtements éparpillés sur le canapé, des verres sales sur la table basse, des cartons entassés dans un coin. « Victoire n'est pas là ?» demandai-je doucement. « Non, elle est partie chez une amie. Elle ne sait pas que je sais. » Nous nous assîmes dans le salon. Le silence s'installa, lourd, inconfortable. Puis Édouard parla. « Après ton message cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai vérifié la liste encore et encore. Raphaël Lavigne, secteur C, Mesa 14. Un invité que je n'avais jamais entendu mentionner. Il se passa les mains sur le visage. Ce matin, j'ai confronté Victoire. Je lui ai demandé qui était cet homme. Elle a d'abord nié. Puis elle a dit que c'était un collègue de travail, que c'était normal de l'inviter, qu'elle voulait que nos mondes professionnels se rencontrent. Et tu l'as cru ? Non, j'ai insisté. J'ai dit que je trouvais ça bizarre, qu'elle ne m'en avait jamais parlé avant. Elle s'est énervée. Elle m'a accusé d'être jaloux, parano, contrôlant. Il se leva. Il marcha jusqu'à la fenêtre. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai attendu qu'elle parte au travail, et j'ai fouillé son téléphone. Elle avait laissé son ancien iPhone dans un tiroir, celui qu'elle utilisait avant. Il se retourna vers moi. J'ai trouvé des centaines de messages, maman. Des centaines. Depuis plus d'1 an. Des photos, des rendez-vous dans des hôtels, des « je t'aime », des projets d'avenir, avec lui. Sa voix se brisa. Pendant tout ce temps, elle me mentait. Elle préparait notre mariage tout en couchant avec lui. Elle me disait qu'elle m'aimait tout en lui envoyant des messages enflammés. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Comment ai-je pu être si aveugle? Je me levai. Je marchai vers lui. Je le pris dans mes bras. Il s'effondra contre moi, sanglotant comme un enfant. Je suis désolée, maman. Pour tout. Pour t'avoir accusée. Pour t'avoir rejetée. Pour ne pas avoir vu qui elle était vraiment. Je le serrai fort. Chut, c'est fini maintenant. Tu sais la vérité. C'est tout ce qui compte. Nous restâmes ainsi longtemps. Nous nous assîmes sur le canapé. Édouard s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Il respirait par saccades, essayant de reprendre le contrôle de ses émotions. « Qu'est-ce que je vais faire, maman ?»
Le mariage est dans 4 jours. Les invitations sont envoyées, le château est réservé, les fleurs, le traiteur, tout est payé. Édouard, regarde-moi. Il leva les yeux vers moi. L'argent n'a aucune importance. Les invitations n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est ta vie, ton bonheur. Tu ne peux pas épouser une femme qui te trompe, qui t'a menti pendant plus d'1 an. Je sais, mais comment annoncer ça? Comment dire à tout le monde que le mariage est annulé? Tu leur diras la vérité, que tu as découvert qui elle était vraiment. Les gens comprendront. Ils secouent la tête. Ils vont parler. Ils vont me juger. Ils vont dire que j'ai été stupide. Peut-être. Mais mieux vaut être jugé pour avoir eu le courage de partir que de vivre une vie de mensonge. Il resta silencieux un moment, fixant le sol. Puis il demanda « Et les dettes, maman? C'est vrai ce que tu as dit? Tu as vendu le domaine pour payer mes dettes ?» Je hochai la tête. 450 000 €. Les banques allaient en saisir ta part du domaine. J'ai préféré vendre moi-même, tout régler, et investir le reste dans une nouvelle entreprise. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé, mais tu ne voulais pas me parler. Tu étais tellement en colère après la vente. Et puis, je voulais te le dire dimanche, au déjeuner. Je voulais t'annoncer que j'avais reconstruit quelque chose, que nous avions un avenir. Mais Victoire et toi m'avez coupé l'herbe sous le pied. Il ferma les yeux. J'ai été horrible avec toi, impardonnable. Tu ne savais pas. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû te demander pourquoi. Au lieu de ça, j'ai écouté Victoire. Elle n'arrêtait pas de dire que tu m'avais volé mon héritage, que tu étais égoïste, que tu ne pensais qu'à toi. Elle voulait l'argent, Édouard, pas toi. Quand elle a compris que le domaine était vendu, que l'héritage avait disparu, elle a dû chercher une autre source de sécurité financière. Raphaël, probablement. Il hocha la tête lentement. Elle a toujours été obsédée par l'argent, les restaurants chers, les voyages, les vêtements de luxe. Je pensais que c'était normal, que toutes les femmes aimaient ces choses. Mais maintenant, je comprends. Elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce qu'elle pensait que je représentais. Il se leva brusquement. Je dois lui parler. Maintenant. Je ne peux pas attendre. Tu veux que je reste? Non. C'est quelque chose que je dois faire seule. Je me levai aussi. Je posai ma main sur son épaule. Tu es plus fort que tu ne le crois, mon fils. Tu vas traverser ça, et tu en sortiras grandi. Il m'embrassa sur la joue. Merci, maman. Pour tout. Et je suis vraiment, vraiment désolée. Je sais. Moi aussi je t'aime. Je quittai l'appartement le cœur serré. Je ne savais pas comment la confrontation entre Édouard et Victoire allait se passer. Mais je savais qu'il ferait ce qu'il fallait. Je pris un taxi jusqu'à mon hôtel. Il était 21 heures passées. Paris brillait sous les lumières nocturnes. Les restaurants étaient pleins. Les couples se promenaient main dans la main le long de la Seine. Une ville romantique. Ironique, étant donné ce qui se passait dans ma vie. Je montai dans ma chambre, je me déshabillai, je pris une douche longue et brûlante, laissant l'eau emporter la tension accumulée. Puis, je me couchai. Cette fois, je m'endormis presque immédiatement. L'épuisement émotionnel eut raison de moi. Je me réveillai en sursaut à 5 heures du matin. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit. Un appel. Victoire. Mon sang se glaça. Pourquoi Victoire m'appelait-elle à 5 heures du matin? Je décrochai, le cœur battant. Allô? Hélène. Sa voix était paniquée, brisée. S'il vous plaît, il faut que je vous parle. C'est urgent. Victoire? Qu'est-ce qui se passe? Édouard. Il a tout découvert. Il a annulé le mariage. Il m'a mise dehors. Je ne sais pas quoi faire. Je restai silencieuse. 13 heures. Exactement 13 heures après ma visite chez Édouard. Victoire continuait de parler, sa voix montant dans les aigus. Vous devez l'aider à comprendre. C'était une erreur. Raphaël ne signifie rien pour moi. C'est Édouard que j'aime. Vous devez lui parler. Vous devez le convaincre. Quelque chose en moi se durcit. Non, Victoire. Quoi? Je ne vais pas l'aider à comprendre. Je ne vais pas lui parler. Je ne vais rien faire. Mais vous êtes sa mère?
Vous voulez son bonheur? Exactement. Et son bonheur ne passe pas par toi. Elle se mit à pleurer, des sanglots bruyants, théâtraux. S'il vous plaît, Hélène, je vous en supplie, je ferai n'importe quoi. Je changerai. Je serai meilleure. Il y a 2 jours, Victoire, tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que j'étais une déception. Que le mariage était réservé aux personnes que vous aimiez vraiment. Tu m'as traité comme une moins que rien, comme un déchet. Je ne pensais pas. Et tu sais pourquoi tu m'as traité ainsi? Parce que tu croyais que je n'avais plus d'argent, que le domaine était vendu et qu'il ne restait rien. Pour toi, je n'étais qu'un compte en banque. Quand le compte s'est vidé, je suis devenue inutile, jetable. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu as utilisé mon fils. Tu l'as poussé à s'endetter pour financer ton train de vie. Et pendant ce temps, tu couchais avec un autre homme. Tu préparais ton mariage tout en envoyant des messages d'amour à ton amant. Hélène, s'il vous plaît. Édouard mérite mieux que toi, Victoire. Il mérite quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Mais je l'aime. Non, tu aimes l'idée de la sécurité qu'il représentait, mais cette sécurité n'existe plus. Alors trouve-toi quelqu'un d'autre. Raphaël peut-être. Elle sanglotait maintenant, sans retenue. Vous ne comprenez pas. Raphaël ne m'épousera jamais. Il a dit que c'était juste du sexe, que je ne devais rien attendre de lui. Ah, voilà la vérité. Raphaël s'amusait. Victoire avait cru qu'elle avait 2 options, mais elle n'en avait aucune. C'est ton problème, Victoire, pas le mien, pas celui d'Édouard. Qu'est-ce que je vais faire? Le mariage est dans 4 jours, tout le monde va savoir. Tu aurais dû y penser avant. S'il vous plaît, aidez-moi. Je respirai profondément. Puis je dis les mots que j'avais répétés dans ma tête toute la nuit. Victoire, écoute-moi bien. Je ne vais rien résoudre pour toi. Tu es adulte. Édouard est adulte. Vous devez gérer les conséquences de vos actes. Moi, je me suis occupée de mon fils pendant 35 ans. J'ai payé ses dettes. J'ai reconstruit un avenir. Maintenant, c'est à lui de vivre sa vie. Et à toi de vivre la tienne, sans lui. Vous êtes cruel. Non, je suis juste. Et maintenant, ne m'appelle plus jamais. Je raccrochais. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais je me sentais légère, libérée. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus ce poids sur la poitrine. Je me recouchais. Je regardais le plafond dans la pénombre de l'aube. Édouard avait fait ce qu'il devait faire. Victoire payait le prix de ses mensonges. Et moi, j'étais libre. Les 3 jours qui suivirent furent étranges. Calme en surface, mais chargé d'une tension électrique sous-jacente. Je restais à Paris pour régler les derniers détails du contrat chinois. Clémence gérait admirablement bien les aspects administratifs. Raphaël, lui, semblait absent, distant. Il répondait aux emails avec retard, annula 2 réunions, prétextant des problèmes personnels. Je savais pourquoi. Victoire avait dû lui parler, lui dire que tout s'était effondré, que le mariage était annulé, que Édouard savait tout. Et Raphaël, cet homme si brillant, si charmeur, devait maintenant affronter les conséquences de ses actes. Je ne lui parlais pas de ce que je savais. Pas encore. L'entreprise avait besoin de stabilité. Le contrat était signé, mais il fallait encore assurer la mise en place logistique. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon directeur commercial en pleine phase critique. Mais je savais que tôt ou tard, une conversation serait nécessaire. Édouard, lui, m'envoyait des messages réguliers. Courts, factuels, mariage annulé, invité prévenu, château remboursé à 60%, le reste est perdu. Victoire a récupéré ses affaires, elle est partie. Je vais bien, maman, vraiment. Ce dernier message me fit sourire. Il essayait de me rassurer. Comme si les rôles s'étaient inversés. Comme si c'était lui, maintenant, qui prenait soin de moi. Le vendredi après-midi, je décidai de rentrer à Lyon. J'avais besoin de retrouver mon appartement, mon espace, ma tranquillité. Je pris le TGV de 16 heures. Le trajet dura 2 heures. Je regardais le paysage défiler par la fenêtre, les champs de blé dorés sous le soleil de juin, les petits villages
aux toits de tuiles rouges. La France profonde, paisible, intemporelle. J'arrivai à Lyon-Part-Dieu à 18 heures. Je pris un taxi jusqu'à la Croix-Rousse. En ouvrant la porte de mon appartement, je fus accueilli par le silence familier, rassurant. Je posai mon sac. Je retirai mes chaussures. Je marchai jusqu'au salon. Et là, je m'autorisai enfin à ressentir la fatigue, le soulagement, la tristesse pour Édouard, la colère contre Victoire et Raphaël, mais aussi, étrangement, une forme de paix. Tout était sorti au grand jour. Les mensonges avaient été dévoilés. La vérité avait éclaté. Et nous avions survécu. Je préparais du thé. Je m'installais sur mon canapé avec une couverture. Je mis de la musique classique, du Chopin, mes nocturnes préférées, et je me reposais. Vraiment. Le samedi matin, Édouard m'appela. « Maman, tu es rentrée à Lyon ? » ?»« Oui, hier soir. Comment vas-tu ? » ?»« Mieux. Beaucoup mieux en fait. Je voulais te dire, j'ai pris une décision. » »« Laquelle ? » ?»« Je vais quitter Paris. Pas tout de suite, mais bientôt. Je vais chercher un poste à Lyon. Ou peut-être Bordeaux. Quelque part où je pourrais recommencer. Loin de Victoire. Loin de tout ça. Mon cœur se gonfla. C'est une excellente idée, mon fils. Et je me demandais, est-ce que tu aurais besoin d'aide dans ton entreprise ? Je sais que je n'y connais rien en vin, mais j'ai de l'expérience en stratégie, en gestion. Je pourrais peut-être. Je souris. Édouard, tu n'as pas besoin de travailler pour moi pour que je t'aime. Je sais, mais j'ai envie de comprendre, de voir ce que tu as construit. Et peut-être d'apprendre à tes côtés, si tu veux bien de moi. Les larmes me montèrent aux yeux. Bien sûr que je veux bien de toi, quand tu veux. Merci, maman. Nous parlâmes encore une demi-heure, de choses et d'autres, de la météo, de ses collègues, de ses projets. C'était léger, simple, comme ça ne l'avait pas été depuis des années. Quand nous raccrochâmes, je restais assise, le téléphone dans la main, le cœur rempli d'une chaleur que j'avais oubliée. Mon fils était de retour. Le dimanche, je reçus un email de Raphaël. L'objet disait simplement « Démission ». Je l'ouvris avec appréhension. « Chère Hélène, je vous écris pour vous présenter ma démission avec effet immédiat. Je comprends que les circonstances récentes rendent ma position au sein de l'entreprise intenable. Je ne vous demanderai pas de me pardonner, car je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je vais quitter Paris, probablement quitter la France. J'ai besoin de recommencer ailleurs, loin de tout. Le contrat avec Shanghai est sécurisé, tous les documents sont finalisés. Clémence a toutes les informations nécessaires pour assurer la transition. Je suis profondément désolée pour la douleur que j'ai causée. À vous, à Édouard, à votre famille, je vous souhaite le meilleur. Raphaël Lavigne. Je relus l'email 3 fois. Puis je le transférai au service des ressources humaines avec une note simple. Démission acceptée. Traitez le dossier rapidement. C'était fini. Raphaël disparaissait de nos vies, comme Victoire. 2 personnes qui avaient semblé si importantes, si présentes, et qui maintenant s'effaçaient comme des ombres au lever du soleil. Je me demandais brièvement où ils iraient, ce qu'ils deviendraient. Puis je décidai que ça n'avait aucune importance. Ma vie continuait, l'entreprise continuait, Édouard continuait. C'était tout ce qui comptait. Le lundi, je retournai au bureau à Paris. Clémence m'accueillit avec un sourire prudent. Madame de Saint-Martin, j'ai reçu la démission de Monsieur Lavigne. Je suis désolée, si j'avais su. Vous n'aviez aucun moyen de savoir, Clémence. Ce n'est pas votre faute. Qu'allons-nous faire pour le poste de directeur commercial ? Nous allons lancer un recrutement. En attendant, vous allez gérer les relations avec Shanghai. Vous en êtes capable. J'ai confiance en vous. Elle rougit légèrement. Merci, madame. Je ferai de mon mieux. Je sais. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une routine étrangement apaisante. Le contrat chinois se déroula sans accroc. Les premières livraisons partirent à temps. Les paiements arrivèrent comme prévu. L'entreprise prospérait. Édouard, lui, avait trouvé un poste dans une agence de conseil à Lyon. Il avait loué un petit appartement dans le 6e arrondissement, pas très loin de chez moi. Nous déjeunions ensemble tous les dimanches.
parfois au restaurant, parfois chez moi, où je cuisais son plat préféré, un bœuf bourguignon que je préparais exactement comme sa grand-mère le faisait. Nous parlions, vraiment, de tout, de rien. Il me racontait son travail, ses nouveaux collègues, ses projets. Je lui parlais de l'entreprise, des défis, des succès. Nous ne mentions jamais Victoire, ni Raphaël. Ces noms avaient disparu de nos conversations, comme s'ils n'avaient jamais existé. Un dimanche de juillet, alors que nous marchions le long de la Saône après le déjeuner, Édouard s'arrêta soudainement. « Maman ? » ?»« Oui ? Tu te souviens de Joséphine Garnier ?» Je fouillais dans ma mémoire. « La fille qui travaillait à la librairie ? Celle avec qui tu sortais à 22 ans ?» Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, je l'ai croisée par hasard la semaine dernière. Dans un café, on a discuté, longtemps. Et, je ne sais pas, c'était différent. Bien, simple. Tu l'as revue ? On doit se revoir samedi, pour dîner. » Je souris. C'est merveilleux, Édouard. Je ne sais pas si ça mènera à quelque chose, mais j'ai envie d'essayer. Lentement, sans pression. C'est exactement ce qu'il faut faire. Nous reprîmes notre marche, côte à côte, dans la lumière dorée de l'été. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me sentis en paix. L'été passa doucement. Les semaines s'égrenèrent dans une tranquillité que je n'avais pas connue depuis des années. L'entreprise continuait de croître. Clémence s'était révélée être une excellente gestionnaire. Elle avait pris en main les relations avec nos partenaires asiatiques avec une rigueur et une diplomatie remarquables. Je l'avais promue directrice des opérations internationales. Elle le méritait amplement. Nous avions recruté un nouveau directeur commercial, un homme de 50 ans, expérimenté, discret, marié avec 3 enfants, quelqu'un de stable, de fiable. Plus de jeunes loups ambitieux au sourire charmeur. J'avais appris ma leçon. Édouard, lui, s'épanouissait à Lyon. Son nouveau poste lui convenait parfaitement. Il travaillait sur des projets de transformation digitale pour des PME régionales. C'était moins prestigieux que Paris, peut-être, mais plus humain, plus authentique. Et surtout, il semblait heureux. Ses rendez-vous avec Joséphine s'étaient multipliés. D'abord un dîner, puis un autre, puis des balades le long du Rhône, des sorties au cinéma, des week-ends dans les villages du Beaujolais. Ils prenaient leur temps. Ils apprenaient à se connaître, sans pression, sans attente démesurée. Un dimanche d'août, Édouard me demanda si je voulais rencontrer Joséphine officiellement. « Elle aimerait beaucoup te voir, maman, si tu es d'accord. » Bien sûr que je suis d'accord. Nous nous retrouvâmes le dimanche suivant dans un restaurant traditionnel de Lyon, près de la cathédrale Saint-Jean. Joséphine arriva avec 15 minutes d'avance. Édouard me l'avait décrite, mais je ne me souvenais que vaguement d'elle. C'était une femme de 34 ans, aux cheveux châtains coupés au carré, au visage doux, parsemé de quelques taches de rousseur. Elle portait une robe simple en lin beige et des sandales plates. Pas de maquillage excessif, pas de bijoux ostentatoires. Une beauté naturelle, discrète. Elle me serra la main avec chaleur. « Madame de Saint-Martin, c'est un honneur de vous rencontrer. Édouard m'a tellement parlé de vous. Appelez-moi Hélène, s'il vous plaît. » Et l'honneur est partagé. Nous nous assîmes. Édouard était légèrement nerveux. Je le voyais à sa façon de jouer avec sa serviette. Mais Joséphine était à l'aise. Elle parlait simplement, sans artifice. Elle me raconta qu'elle avait quitté la librairie où elle travaillait à l'époque pour ouvrir sa propre boutique de livres anciens dans le Vieux-Lyon. Un petit commerce qui fonctionnait bien, porté par une clientèle de passionnés et de collectionneurs. « J'adore ce que je fais », dit-elle avec un sourire sincère. « Ce n'est pas très lucratif, mais c'est ma passion. Je ne pourrais pas faire autre chose. » Je la regardais avec respect. Voilà une femme qui savait ce qu'elle voulait, qui ne cherchait pas la richesse ou le statut, juste la satisfaction de faire ce qu'elle aimait. Le déjeuner se déroula dans une atmosphère détendue. Nous parlâmes de littérature, de vin, de Lyon, de voyage. Joséphine écoutait autant qu'elle parlait. Elle posait des questions intelligentes. Elle riait facilement, sans exagération. À la fin du repas, alors qu'Édouard était parti aux toilettes, elle se tourna vers moi. « Hélène, je voulais vous dire, je sais ce qu'Édouard a traversé ces derniers mois. Il m'a tout raconté. Victoire,
le mariage annulé, les dettes, le domaine vendu. Tout. Je hochai la tête, sans rien dire. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas comme elle. Je n'attends rien d'Édouard. Ni argent, ni statut, ni promesse. Je l'apprécie pour ce qu'il est, un homme bon, intelligent, qui essaie de se reconstruire. Elle marqua une pause. Et je respecte énormément ce que vous avez fait pour lui, le sacrifice que vous avez consenti. Peu de mères auraient eu ce courage. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne m'y attendais pas. Merci Joséphine, ça signifie beaucoup pour moi. Elle sourit. Je ne sais pas où cette relation nous mènera, peut-être nulle part, peut-être quelque part de beau, mais je voulais que vous le sachiez, vous pouvez me faire confiance. Édouard revint à ce moment-là. Il nous regarda, légèrement intrigué par nos expressions émues. « Tout va bien ?»« Tout va très bien, mon fils, » répondis-je en souriant. Après ce déjeuner, je sus que Joséphine était différente, qu'elle était exactement ce dont Édouard avait besoin. Septembre arriva. Les feuilles commencèrent à roussir. L'air se fit plus frais. Lyon se parait de ses couleurs automnales. Un matin, je reçus un appel inattendu. C'était un notaire de Beaune, en Bourgogne. « Madame de Saint-Martin ?» Maître Bertrand à l'appareil. « Je vous contacte au sujet d'une affaire concernant votre ancien domaine viticole. » Mon cœur se serra. Que se passe-t-il ? Les nouveaux propriétaires ont découvert des documents dans les archives du château. Des documents qui vous appartiennent personnellement. Des lettres de votre défunt mari, des photos de famille, des objets personnels que vous aviez probablement oubliés lors de la vente. Je restai silencieuse un instant. « Ils souhaitent vous les restituer », continua le notaire. « Seriez-vous disponible pour venir les récupérer ?»« Oui, bien sûr. Quand ?»« Quand vous le souhaitez. Les propriétaires sont très compréhensifs. Nous fixâmes un rendez-vous pour le samedi suivant. J'en parlais à Édouard ce soir-là. « Le domaine, maman ? Tu vas y retourner ?»« Juste pour récupérer ses affaires. Des lettres de ton père, des photos. Je ne savais même pas qu'elles existaient encore. » Il réfléchit un moment. « Je viens avec toi. »« Tu n'es pas obligé, Édouard. »« Je sais, mais j'ai envie. Ça fait partie de mon histoire aussi. Et peut-être que j'ai besoin de faire la paix avec ce lieu. » Le samedi, nous prîmes la route ensemble vers la Bourgogne. C'était une belle journée d'automne. Le ciel était d'un bleu profond, les vignobles dorés sous le soleil matinal. Nous roulâmes en silence pendant une partie du trajet. Puis Édouard parla. « Tu sais, maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, à tout ce qui s'est passé, et je me suis rendu compte de quelque chose. »« Quoi donc ? Victoire ne m'a jamais aimé, pas vraiment, mais je ne l'aimais pas non plus, pas vraiment. Je le regardais, surprise. J'aimais l'idée d'elle, la belle femme sophistiquée, le mariage parfait, la vie parisienne brillante. Mais je ne la connaissais pas profondément. Je ne savais pas qui elle était vraiment, et elle non plus ne savait pas qui j'étais. Il soupira. Avec Joséphine, c'est différent. On parle. Vraiment. De nos peurs, de nos rêves, de nos erreurs. C'est lent, c'est simple, mais c'est réel. Je posai ma main sur la sienne. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Nous arrivâmes au domaine vers 11 heures. Les grilles en fer forgé étaient ouvertes. L'allée bordée de platanes menait au château, une belle bâtisse du XVIIIe siècle en pierre de Bourgogne. Je n'étais pas revenue ici depuis la vente. Mon cœur se serra en voyant les vignes que Philippe avait tant aimées. Les nouveaux propriétaires nous accueillirent avec gentillesse. Un couple de Parisiens dans la cinquantaine, passionnés de vin, respectueux de l'histoire du lieu. Ils nous conduisirent au grenier du château, où ils avaient entreposé les cartons. 3 cartons, pas très grands, mais remplis de souvenirs. Des lettres que Philippe m'avait écrites pendant nos fiançailles. Des photos de notre mariage. Des dessins qu'Édouard avait faits enfant. Des carnets de vendanges. Des médailles de concours viticoles. Toute une vie, condensée dans 3 cartons. Édouard ouvrit l'un d'eux. Il en sortit une photo jaunie. C'était lui, à 6 ans, assis sur les épaules de son père dans les vignes, riant aux éclats. Il resta longtemps à regarder cette photo. Puis il dit doucement « Papa aurait été fier de toi, maman, pour ce que tu as fait,
pour avoir eu le courage de vendre pour me sauver, pour avoir reconstruit. Les larmes coulèrent sur mes joues. Tu crois? J'en suis sûre. Nous chargeâmes les cartons dans la voiture, nous remerciâmes les propriétaires, et nous repartîmes. Sur le chemin du retour, Édouard me demanda « Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Je vais trier, garder ce qui compte. Et peut-être te donner certaines choses, pour que tu saches d'où tu viens, pour que tu n'oublies jamais. » Il hocha la tête. « Merci, maman. » Ce soir-là, de retour à Lyon, j'ouvris les cartons dans mon salon. Je passais des heures à lire les lettres de Philippe, à regarder les photos, à me souvenir. Et pour la première fois depuis sa mort, ces souvenirs ne me firent pas mal. Ils me firent sourire. L'automne se transforma doucement en hiver. Les feuilles tombèrent des arbres. Lyon se couvrit d'un manteau gris et froid. Les lumières de la fête des Lumières illuminèrent la ville début décembre, attirant des milliers de visiteurs. Ma vie avait trouvé un rythme paisible. L'entreprise fonctionnait admirablement bien. Nous avions signé 2 nouveaux contrats en Amérique du Sud. Le chiffre d'affaires de l'année dépassait toutes mes prévisions. J'avais réussi, vraiment réussi. Mais surtout, j'avais retrouvé mon fils. Édouard et Joséphine étaient devenus inséparables. Ils passaient presque tous leur week-end ensemble. Parfois, ils m'invitaient à les rejoindre pour un dîner, une promenade, une exposition. Joséphine était devenue comme une fille pour moi. Elle m'appelait régulièrement, juste pour prendre des nouvelles. Elle m'envoyait des photos de livres rares qu'elle trouvait dans sa boutique, sachant que j'aimais la littérature classique. C'était simple, authentique, sans arrière-pensée. Un soir de décembre, Édouard vint dîner chez moi, seul. Joséphine avait un dîner professionnel avec des collectionneurs. Je préparais son plat préféré. Nous mangeâmes en parlant de tout et de rien. Puis, au dessert, il posa sa fourchette et me regarda avec sérieux. « Maman, je voulais te parler de quelque chose. » « Je t'écoute. Joséphine et moi. On réfléchit à emménager ensemble. Pas tout de suite, mais peut-être au printemps. » Mon cœur se gonfla de joie. « C'est merveilleux, Édouard. On veut prendre notre temps. Bien faire les choses. Pas comme avec Victoire, où tout allait trop vite, trop fort, sans vraiment se connaître. C'est très sage. » Il hésita un instant. « Et il y a autre chose. Je voudrais officiellement rejoindre ton entreprise. Pas comme un favori, pas comme le fils du patron, mais comme un collaborateur à part entière. J'ai des idées pour développer le marché européen, pour diversifier nos produits, et je crois que je peux vraiment apporter quelque chose. » Je le regardais longuement. Cet homme devant moi n'était plus le garçon irresponsable qui s'endettait pour impressionner une femme qui ne l'aimait pas. C'était un homme mûr, réfléchi, humble. « J'aimerais beaucoup que tu rejoignes l'entreprise, Édouard, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que tu commences au bas de l'échelle, que tu apprennes chaque aspect du métier, que tu gagnes le respect de l'équipe par ton travail, pas par ton nom. » Il sourit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Nous trinquâmes au vin rouge que j'avais ouvert pour l'occasion. Un excellent pommard, issu d'un domaine que je connaissais bien. « À nos nouveaux départs, » dit-il. « À nos nouveaux départs, » répétai-je. Les semaines qui suivirent furent remplies de préparatifs. Édouard donna sa démission à son agence de conseil. Il commencerait chez moi, début février, comme assistant commercial, sous la supervision de notre nouveau directeur. Joséphine, elle, cherchait un appartement plus grand pour eux deux. Quelque chose avec de la lumière, du charme et de l'espace pour une bibliothèque. Tout se mettait en place, lentement, solidement. La veille de Noël, Édouard m'appela. « Maman, Joséphine et moi aimerions passer le réveillon avec toi, si tu es d'accord. »« Bien sûr que je suis d'accord. Venez. » Ils arrivèrent vers 19h, les bras chargés de paquets et de bouteilles de vin. Joséphine avait apporté un dessert qu'elle avait préparé elle-même, une bûche de Noël au chocolat et au marron. Nous dressâmes la table ensemble, nappe blanche, chandelle, porcelaine fine. J'avais sorti le service que ma mère m'avait légué, celui que je n'utilisais que pour les grandes occasions. Le dîner fut joyeux. Nous parlâmes, nous rîmes, nous partageâmes des souvenirs. Joséphine raconta des anecdotes sur les clients excentriques de sa librairie.
Édouard imita son ancien patron parisien avec un talent comique que je ne lui connaissais pas. Vers minuit, nous échangeâmes les cadeaux. Édouard m'offrit un châle en cachemire d'une douceur incroyable. Joséphine me donna une édition originale d'un roman de Colette que je cherchais depuis des années. Et moi, je leur donnais quelque chose que j'avais préparé avec soin. Une enveloppe pour chacun. Édouard ouvrit la sienne en premier. À l'intérieur, il y avait un document officiel. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il intrigué. « Des parts de l'entreprise. 10%. Elles sont à toi. Pas comme un cadeau. Comme une reconnaissance de ce que tu vas apporter. Et comme un investissement dans notre avenir commun. » Il resta bouche bée. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu acceptes. » « J'accepte. Bien sûr que j'accepte. » Joséphine ouvrit sa propre enveloppe. Elle contenait un chèque et une lettre. Elle lut la lettre à voix haute, les larmes aux yeux. « Chère Joséphine, ce chèque est un investissement dans ta librairie, pour que tu puisses l'agrandir, embaucher, développer ton rêve. Tu n'as aucune obligation de me rembourser. Considère cela comme un cadeau d'une mère à la femme qui rend son fils heureux. Avec toute mon affection, Hélène. » Joséphine me regarda, les joues mouillées de larmes. « Hélène, c'est trop généreux. »« Non, c'est juste. Tu mérites de réussir. Et je crois en toi. » Elle se leva, contourna la table et me serra dans ses bras. « Merci. Merci infiniment. » Édouard nous rejoignit. Nous restâmes ainsi, enlacés tous les trois, dans la lumière douce des bougies. Une famille. Pas parfaite, pas traditionnelle, mais une vraie famille. Après le réveillon, alors qu'il s'apprêtait à partir, Édouard me prit à part. « Maman, je voulais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » « Quoi donc ? » « Je suis fière de toi, pour tout ce que tu as accompli, pour ta force, ton courage, ta capacité à rebondir. Tu es la femme la plus extraordinaire que je connaisse. » Ma gorge se serra. « Merci, mon fils, ça signifie tout pour moi. » Il m'embrassa sur la joue. « Joyeux Noël, maman. »« Joyeux Noël, Édouard. » Quand ils partirent, je restai seule dans mon appartement. Les bougies brûlaient encore. La table était couverte de miettes, de verres vides, de papier cadeau froissé. Un joyeux désordre. Le désordre de la vie, de l'amour, du bonheur. Je m'assis sur mon canapé, je regardais les lumières de Lyon scintiller par la fenêtre. Il y a 6 mois, j'étais assise dans un restaurant, humiliée par mon propre fils, rejeté, considéré comme une déception. Aujourd'hui, j'étais entourée d'amour, de respect, de projets communs. Qu'est-ce qui avait changé? Tout et rien. J'avais découvert des vérités douloureuses. J'avais confronté des mensonges. J'avais pris des décisions difficiles. Mais surtout, j'avais refusé de me laisser détruire. J'avais choisi de rester debout, de reconstruire, de pardonner. Et la vie m'avait récompensé. Pas avec de la vengeance, pas avec la chute spectaculaire de mes ennemis, mais avec quelque chose de bien plus précieux. La paix, l'amour, une nouvelle chance. Je fermai les yeux, je souris. Demain serait un nouveau jour, un jour plein de promesses. Et j'étais prête, plus forte que jamais. Les mois qui suivirent furent parmi les plus beaux de ma vie. Édouard commença à travailler dans l'entreprise début février. Fidèle à sa parole, il débuta au bas de l'échelle. Il suivit les commerciaux en rendez-vous. Il passa des journées dans l'entrepôt à comprendre la logistique. Il apprit à déguster, à reconnaître les cépages, à comprendre les terroirs, et il était bon, vraiment bon. L'équipe l'apprécia rapidement. Pas parce qu'il était mon fils, mais parce qu'il travaillait dur, posait les bonnes questions, écoutait les conseils des plus expérimentés. Clémence me confia un jour. « Votre fils a vraiment changé, madame. Il est humble, motivé. C'est un plaisir de travailler avec lui. » « Il a grandi, répondis-je simplement. Joséphine, elle, avait utilisé mon investissement pour transformer sa librairie. Elle avait loué l'espace voisin, créé un salon de thé littéraire, embauché une jeune employée passionnée de poésie. L'endroit devint rapidement un lieu incontournable du vieux Lyon. Les touristes s'y arrêtaient, les Lyonnais y prenaient leurs habitudes. Les clubs de lecture s'y réunissaient. Un samedi après-midi de mars, alors que je visitais la librairie rénovée,
Joséphine me fit visiter chaque recoin avec fierté. Tout ça, c'est grâce à vous, Hélène. Sans votre soutien, je n'aurais jamais osé. Tu aurais osé, répondis-je en souriant. Peut-être juste un peu plus tard. Tu as le talent et la passion. Moi, j'ai juste accéléré les choses. Elle me serra la main avec émotion. Vous savez, quand Édouard m'a raconté ce qui s'était passé avec Victoire, j'ai eu du mal à croire qu'une femme puisse être aussi calculatrice. Mais maintenant que je vous connais, je comprends pourquoi elle vous en voulait tant. Pourquoi? Parce que vous êtes tout ce qu'elle n'était pas. Généreuse, forte, authentique. Elle devait vous détester de voir ce qu'elle ne serait jamais. Cette réflexion me toucha profondément. En avril, Édouard et Joséphine emménagèrent ensemble dans un appartement du 6e arrondissement. 3 pièces lumineuses avec parquet ancien et moulure. Un balcon donnant sur une cour arborée. Et surtout, une grande pièce transformée en bibliothèque. Ils m'invitèrent pour la pendaison de crémaillère. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Des amis de Joséphine, des collègues d'Édouard, quelques clients fidèles de la librairie. L'atmosphère était chaleureuse, simple, joyeuse. À un moment, Édouard leva son verre. Je voudrais porter un toast à Joséphine, l'amour de ma vie, à nos amis qui nous soutiennent, et à ma mère, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Tous les regards se tournèrent vers moi. « Maman », continua-t-il, la voix légèrement tremblante, « il y a 1 an, j'étais perdue, endettée, aveuglée par une relation toxique. Je t'ai traitée de façon impardonnable, et pourtant tu m'as sauvée, sans rien dire, sans rien demander en retour. Tu as payé mes dettes, tu as reconstruit un empire, et tu m'as pardonné. » Les larmes me montaient aux yeux. Aujourd'hui, je suis heureux. Vraiment heureux. J'ai un travail que j'aime, une femme exceptionnelle à mes côtés, et une mère dont je suis immensément fière. Alors merci, maman. Pour tout. Les applaudissements éclatèrent. Je m'essuyais discrètement les yeux. Joséphine me rejoignit. Il a raison, vous savez. Vous êtes extraordinaire. Vous aussi, ma chère. Vous êtes exactement ce dont il avait besoin. Elle rougit légèrement. Je l'aime, Hélène. Vraiment. Et je ferai tout pour le rendre heureux. Je le sais. Et c'est tout ce qu'une mère peut espérer. Mai arriva avec ses parfums de glycine et de lilas. Un matin, je reçus un email inattendu. C'était de Raphaël Lavigne. Je faillis le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'emporta. « Chère Hélène, j'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je sais que je n'ai aucun droit de vous écrire après ce que j'ai fait, mais je voulais vous donner des nouvelles. Je suis au Canada maintenant. Montréal. J'ai trouvé un poste dans une petite entreprise d'importation. Je recommence à zéro. Loin de tout. Je pense souvent à mes erreurs, à la douleur que j'ai causée. Pas seulement à vous et à Édouard, mais aussi à Victoire. Oui, Victoire. Car elle aussi était victime, à sa façon. Victime de ses propres illusions, de sa propre avidité. Je n'attends pas votre pardon. Je voulais simplement vous dire que j'ai appris de mes erreurs, que je suis devenu quelqu'un de différent. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, ainsi qu'à Édouard. Avec respect, Raphaël. Je relus le message 2 fois, puis je le supprimai. Certaines personnes méritent une seconde chance. D'autres doivent simplement rester dans le passé. Raphaël appartenait au passé. Début juin, Édouard me demanda de déjeuner avec lui, seul, sans Joséphine. Nous nous retrouvâmes dans notre bistrot préféré, celui où nous avions pris l'habitude d'aller tous les dimanches. Il semblait nerveux. Il jouait avec sa serviette. Il ne me regardait pas dans les yeux. « Édouard, tout va bien ? » ?»« Oui. Enfin, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » Mon cœur se serra. Que se passait-il ? « Je t'écoute. » Il prit une grande inspiration. « Je vais demander Joséphine en mariage. » Le soulagement m'envahit, suivi immédiatement d'une immense joie. « Oh, Édouard, c'est merveilleux. Mais avant de le faire, je voulais te demander ta bénédiction. Après tout ce qui s'est passé avec Victoire, je voulais que tu saches que cette fois, c'est différent. C'est réel. C'est pour toujours. »
Tu as ma bénédiction, mon fils. Toute ma bénédiction. Joséphine est une femme merveilleuse. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Il sourit, soulagé. Merci, maman. Quand vas-tu lui demander? Le mois prochain. Je l'emmène dans les Alpes pour un week-end. Je lui demanderai au sommet d'une montagne, face au glacier. Elle adore la montagne. C'est magnifique. Et cette fois, dit-il en me prenant la main, tu seras à la première rangée, pas seulement invité, à la place d'honneur, parce que sans toi, je ne serai pas là. Les larmes coulèrent librement sur mes joues. Je serai là, mon fils, avec fierté. Juillet arriva. Édouard demanda Joséphine en mariage exactement comme prévu. Elle dit oui, évidemment. Ils décidèrent d'un mariage simple en septembre, dans un petit village du Beaujolais. 50 invités. Une cérémonie en extérieur. Un dîner champêtre. Rien d'ostentatoire, rien de superficiel. Juste de l'amour, de la sincérité, de l'authenticité. Les semaines précédant le mariage, j'aidai Joséphine avec les préparatifs. Nous choisîmes les fleurs ensemble, nous goûtâmes les vins, nous discutâmes des menus. C'était simple, joyeux, complice. La relation que je n'avais jamais eue avec Victoire. Le jour du mariage arriva. Un samedi de septembre, sous un ciel d'un bleu parfait. Le village était magnifique. Les vignes dorées s'étendaient à perte de vue. Une petite chapelle romane dominait la colline. J'arrivai tôt. Je portais une robe en soie gris perle, élégante mais discrète. Édouard me vit et vint immédiatement vers moi. « Maman, tu es magnifique. » « Toi aussi, mon fils. » Il portait un costume bleu marine impeccable. Il était radieux. « Je suis nerveux, avoua-t-il. »« C'est normal, mais tu es prêt, plus que jamais. » La cérémonie fut simple et émouvante. Joséphine descendit l'allée au bras de son père, resplendissante dans une robe en dentelle ivoire. Édouard pleurait. Moi aussi. Quand ils échangèrent leurs vœux, leurs voix tremblèrent d'émotion. Je promets de t'aimer dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Des mots simples, mais prononcés avec une sincérité absolue. Après la cérémonie, pendant le cocktail, Édouard me prit à part. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Il y a exactement 1 an, j'étais dans un restaurant avec Victoire, et je t'ai dit des choses horribles. J'ai dit que tu étais une déception, que tu n'étais pas invité à mon mariage. » Édouard, c'est du passé. Non, laisse-moi finir. Aujourd'hui, je me marie avec une femme que j'aime vraiment, et tu es là, à la place d'honneur, parce que tu n'as jamais été une déception. Tu as toujours été mon héroïne, et je suis désolée qu'il m'ait fallu tout perdre pour le comprendre. Je le serrai dans mes bras. Tu n'as rien perdu, mon fils. Tu as tout gagné. Le dîner fut joyeux, les discours furent touchants, la musique fut entraînante. Vers minuit, alors que je m'apprêtais à partir, Joséphine me rejoignit. « Hélène, merci. Pour tout. Pour votre soutien, votre générosité, votre amour. Vous êtes la mère que je n'ai jamais eue. Et tu es la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. » Nous nous embrassâmes. Je rentrais chez moi ce soir-là, le cœur léger. Ma vie avait basculé. 1 an plus tôt, dans ce restaurant de Lyon. J'avais été humilié, rejeté, considéré comme une déception. Mais j'avais refusé de me laisser détruire. J'avais reconstruit, pardonné, aimé. Et aujourd'hui, j'étais entouré d'une famille aimante, d'une entreprise prospère, d'un avenir radieux. La liste de Victoire avait tout révélé. Un nom, Raphaël Lavigne. Ce nom avait détruit ses certitudes, ses mensonges, sa façade. Et ce même nom avait sauvé mon fils. Parfois, la vérité fait mal, mais elle libère aussi. Et moi, Hélène de Saint-Martin, 68 ans, j'étais libre. Enfin.